Bonjour, donc je suis Guillaume Fouché, je suis biologiste expert en résistance fongicide pour Corteva et aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est phénomène de résistance. Alors, la notion de résistance se réfère à la capacité acquise et transmissible d'un individu à réduire sa sensibilité à un produit qui est destiné à le contrôler. Ce qui est important dans cette définition, c'est le terme acquis. La résistance est quelque chose qui s'acquiert au cours du temps chez une espèce qui habituellement est contrôlée par le produit en question. C'est aussi un phénomène qui va être stable dans le temps. Ça veut dire que la résistance, elle est transmissible et elle va être transmise par l'individu résistant à sa descendance. Et enfin, la résistance est un phénomène quantitatif, ce qui veut dire qu'un individu va pouvoir être plus ou moins résistant à un produit. Et là, on va parler de différents niveaux de résistance. Alors, avant de crier à la résistance, il y a plusieurs facteurs qu'il faut vérifier qui vont pouvoir impacter l'efficacité d'un traitement. Ces facteurs peuvent être liés à l'application du produit, notamment le stade végétatif de la culture ou la présence ou non du pathogène au moment où on applique le produit, la dose que l'on applique, est-elle correcte ou non, et puis aussi des facteurs qui vont agir directement sur la dégradation du produit, notamment des facteurs qui peuvent être abiotiques, donc liés aux conditions environnementales, ou des facteurs biotiques, c'est-à-dire la dégradation du produit par différents micro-organismes qui peuvent être présents naturellement et dans le sol et sur les plantes. Tous ces facteurs vont pouvoir impacter l'efficacité du traitement et donc lorsqu'on voit une baisse d'efficacité, avant de crier à la résistance, il faut bien évidemment vérifier tous ces facteurs. D'où viennent les individus résistants? Quels phénomènes sont à l'origine de cette résistance? Eh bien, dans les génomes de tous les êtres vivants, il y a des modifications naturelles qu'on appelle mutations. Ces mutations sont dues à des erreurs qui sont commises par les enzymes qui vont recopier ou réparer l'ADN. Et il arrive que parfois, ces mutations, qui interviennent de manière spontanée, engendrent l'apparition d'une résistance. Et donc, c'est bien important de comprendre que les individus résistants, ce sont des mutants qui sont spontanés et naturels. À la base de la résistance, il existe une variation naturelle de la sensibilité aux différents produits au sein des populations de pathogènes. Lorsqu'on introduit un produit sur le marché, tous les individus qui composent une population dans une parcelle ne sont pas également sensibles au produit. La majorité va avoir une sensibilité qu'on dit moyenne, et puis des deux côtés de cette population, vous allez avoir d'un côté les individus qui vont être plus sensibles que la moyenne et de l'autre côté les individus qui sont les moins sensibles. Dans cette partie des individus qui sont moins sensibles, cela signifie que le produit va mettre plus de temps à les tuer et donc ça va leur donner la possibilité de se multiplier tout en étant exposés au produit. Et donc, ça veut dire que le produit va avoir à contrôler une population plus importante. Et les mutations étant un phénomène spontané et statistique, plus la population est grande, plus le risque de voir apparaître de la résistance est grand. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'appliquer un produit sur une parcelle, ce n'est donc pas créer la mutation, puisque les mutants sont des mutants dits spontanés ou naturels. En revanche, appliquer un produit, ça revient à sélectionner cette résistance, puisqu'on va sélectionner ces mutations. À ce titre, les produits qu'on applique sur des populations de pathogènes sont appelés des pressions de sélection, ce qui veut dire que traiter lorsque la résistance est apparue, eh bien, c'est favoriser le développement de ces individus résistants. La résistance, je l'ai dit, est un phénomène statistique. Plus on traite de fortes infestations, plus les populations de pathogènes sur lesquelles on va appliquer le produit sont grandes et plus le risque de sélectionner de la résistance va augmenter. Quel mécanisme confère la résistance? À la base de la résistance, il peut y avoir plusieurs mécanismes différents. Le premier, le plus connu et celui qu'on rencontre le plus souvent, surtout chez les champignons, c'est la modification de la cible. Ça veut dire que la mutation qui confère la résistance va intervenir dans le gène qui code pour la cible. Cela a pour conséquence de modifier légèrement la structure tridimensionnelle de la cible et donc le produit ne pourra plus, ou pourra en tout cas moins bien, se fixer sur sa cible et donc la sensibilité de l'individu qui a la mutation va diminuer. Le deuxième mécanisme qu'on peut rencontrer et qui est très fréquent chez les champignons, c'est l'efflux accru. Cela veut dire que le champignon, en réponse au traitement, va subir une mutation qui va lui permettre de surproduire des protéines que l'on appelle des transporteurs membranaires. Ces transporteurs ont pour rôle de rejeter à l'extérieur de la cellule toute substance qui pourrait être toxique pour le champignon. Donc, lorsque l'individu surproduit
cette protéine, eh bien, il va pouvoir rejeter à l'extérieur de sa cellule plus de fongicides qu'il ne le pourrait à l'état normal, et cela va lui octroyer également une diminution de la sensibilité. Ensuite, il y a différents mécanismes qui sont plus anecdotiques chez les champignons, mais qu'on peut quand même rencontrer. Il y a la surproduction de la cible. Donc là, dans ce cas, le champignon va juste surproduire sa cible, ce qui veut dire qu'une même dose de fongicide ne pourra pas contrôler l'ensemble de la cible à laquelle il est destiné. Et donc, le champignon va pouvoir également survivre. Il y a des phénomènes de détoxication qui consistent à une surproduction, là encore, par le champignon d'enzymes capables de dégrader cette fois le produit. Ce sont des mécanismes qu'on rencontre moins souvent chez les champignons, mais qui sont très fréquents chez les adventices et donc lors de la résistance aux herbicides. Et puis un autre mécanisme un peu plus anecdotique, mais qui se rencontre quand même chez les champignons, c'est l'utilisation d'une voie métabolique alternative, c'est-à-dire que le champignon va pouvoir utiliser d'autres protéines pour faire le même processus biologique, et dans ce cas-là, effectivement, il devient insensible aux produits. On dispose aujourd'hui de 5 grands modes d'action destinés à contrôler les Haemophilus tritici, l'agent responsable de la septoriase du blé. Le premier groupe, ce sont les IDM, inhibiteurs de la déméthylation d'estérol, aussi appelés triazoles. C'est un groupe très ancien qui a été très développé avec beaucoup de principes actifs, ce qui fait que cette classe a évolué depuis très longtemps. Aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, dans les populations de Septoria, la résistance à ces triazoles est généralisée, mais elle est quantitative, c'est-à-dire que chaque individu va être plus ou moins résistant en fonction de la triazole que l'on regarde, ce qui va nous amener à des populations dont la sensibilité va varier en fonction de l'historique des triazoles utilisés sur la parcelle et en fonction de la composition de la population au moment où on traite. Nous avons ensuite les SDHI, qui est le groupe le plus récent avant l'arrivée de l'Inatrec sur le marché. Ce groupe est un groupe qui a encore une très bonne efficacité sur toutes les populations de septoriose, même si la résistance se développe de plus en plus ces dernières années. Il y a bien sûr les strobilurines, qui était aussi une classe un peu plus ancienne, très utilisée à sa sortie car très efficace. Malheureusement, aujourd'hui, la résistance est généralisée avec des forts niveaux de résistance et donc les strobilurines ne sont plus utilisées aujourd'hui pour contrôler la septoriose. Les multisites, qui ont l'avantage, eux, de ne pas être concernés par la résistance, mais qui possèdent souvent une efficacité moindre et un profil écotoxicologique moins bon. Mais aujourd'hui, même si le choix des multisites se restreint, il en existe encore 3 que l'on peut utiliser pour contrôler la septoriose. Et puis, dernier arrivé sur le marché, ce sont donc les QI avec l'arrivée de l'Inatrec et cette classe chimique qu'on appelle picolinamide. Ces QI, ils ont l'avantage d'être un nouveau mode d'action et donc de ne pas encore être concernés par la résistance spécifique au champ. Si on fait l'état des lieux de la résistance aux fongicides en France au niveau de la septoriose, on s'aperçoit qu'au niveau de la résistance triazole, on a plusieurs niveaux de résistance, de tri-LR, les faiblement résistantes, tri-MR, moyennement résistantes, à tri-HR, qui vont être les fortement résistantes. En fonction du pourcentage de chaque phénotype dans les populations, la molécule qu'on va utiliser va être plus ou moins efficace. On rencontre également des souches dites MDR, dont la résistance va être basée sur l'augmentation de l'efflux, comme nous l'avons vu lors des mécanismes de résistance. Cette augmentation de l'efflux va avoir pour effet de concerner tous les modes d'action indépendamment, mais les niveaux de résistance qu'elle confère lorsqu'elle est seule sont des niveaux de faible à moyen. En revanche, lorsque cette MDR va être combinée à de la résistance de modification de cible, notamment la résistance au triazole, les niveaux de résistance atteints vont être très élevés. Et enfin, nous avons les CAR-R et CAR-HR qui sont en fait les souches résistantes au SDHI et qui, aujourd'hui, dans les parcelles, augmentent d'année en année. Si l'on regarde l'évolution de la résistance au champ des souches de Haemophilus tritici en France, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'utilisation depuis des années des triazoles dans les parcelles a eu pour effet de faire disparaître petit à petit les souches faiblement résistantes, que les souches moyennement résistantes sont en train de disparaître également des populations sur les dernières années et qu'elles sont remplacées quantitativement de plus en plus par les souches qui sont fortement résistantes. La multidrogue résistante, donc les fameuses souches MDR qui ont un efflux accru, elles sont depuis quelques années en fréquence constante dans les populations. Elles ne représentent pas un danger en elles-mêmes, sachant que les niveaux de résistance qu'elles confèrent sont faibles à moyens,
mais effectivement, si leur fréquence augmente, elles peuvent se combiner avec de la résistance de cible et dans ce cas-là, les niveaux de résistance deviennent très élevés et donc préoccupants. Si on regarde la résistance au SDHI, on voit très bien et très nettement que sur les dernières années, la résistance au SDHI est en augmentation. Et c'est assez préoccupant car sur les 3 dernières années, on voit que cette augmentation d'année en année est vraiment très importante. Et c'est une classe qui est encore en cours de développement et à laquelle il faudra donc faire très attention. Pour gérer la résistance, il convient d'être le plus hétérogène possible dans la pression de sélection qu'on va appliquer sur les populations. Pour ça, on a plusieurs outils à notre disposition. Le premier étant la génétique au niveau de la plante, et en l'occurrence du blé. La sélection variétale permet d'avoir des variétés de plus en plus tolérantes à la maladie, ce qui va aider à mettre de la pression de sélection sur les populations et donc à optimiser la durée de vie des fongicides. Il y a des moyens agronomiques qui sont également mis en œuvre et qui vont permettre de limiter les niveaux d'infestation au moment où on va traiter, ce qui permet d'avoir des tailles de population plus petites et donc de limiter également le développement de la résistance. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit se développer des outils d'aide à la décision qui vont être idéaux puisqu'ils vont permettre de bien placer les traitements en fonction des conditions de météo et des niveaux d'infestation. Il y a bien sûr les traitements fongicides, c'est-à-dire comment on utilise les produits pour améliorer leur durabilité dans le temps. Et donc, encore une fois, la notion d'hétérogénéité est très importante, c'est-à-dire qu'il faut varier les modes d'action et bien respecter les pratiques recommandées par les firmes. Et puis, il y a quelque chose d'assez nouveau qui consiste à anticiper les phénomènes de résistance, c'est-à-dire aujourd'hui, comment on fait pour, au laboratoire, essayer d'anticiper les risques de sélectionner de la résistance lorsqu'on va mettre les produits dans les parcelles. Concernant l'application des fongicides, il y a quelques règles élémentaires à respecter afin de gérer au mieux l'apparition de la résistance. La première consiste à positionner les traitements, quand c'est possible, en préventif. Cela permet de traiter des infestations plus faibles et donc de limiter le risque d'apparition de la résistance. L'utilisation d'un fongicide multisite est également un bon levier puisque les multisites ont l'avantage de ne pas être concernés par la résistance et donc dans un programme, ils constituent un bon allié en ce sens où ils vont diminuer la fréquence des souches indépendamment de leur phénotype de résistance. Ensuite, en France, il est recommandé de renforcer le T2, qui est le traitement pivot, notamment en contrôle de la septoriose, et de raisonner le T1 et le T3. Il faut toujours alterner les triazoles dans les programmes lorsqu'on en utilise plusieurs sur une même saison, car on sait aujourd'hui qu'il y a des groupes de résistance croisés parmi les triazoles, et il faut donc alterner ces groupes pour éviter le développement de la résistance. Ensuite, il faut limiter l'application à 1 SDHI par hectare et par an, de préférence au T2, en association avec un partenaire qui, lui, doit être efficace. Et il convient toujours dans les programmes d'alterner le plus possible les modes d'action, notamment grâce à l'Inatrec, qui est un nouveau mode d'action et constitue donc un nouvel outil très intéressant dans les rotations, dans les programmes et donc dans la gestion de la résistance. Donc, pour anticiper les phénomènes de résistance, avec Corteva, nous avons développé une nouvelle approche qui est basée sur une méthode très ancienne de microbiologie, qui est l'évolution expérimentale. Il faut savoir que la résistance résulte de la sélection naturelle sous exposition à un produit. C'est-à-dire que lorsqu'on va mettre un produit dans les parcelles, cette pression de sélection appliquée sur les populations va être à l'origine de la sélection de la résistance. Si on est capable de prédire cette évolution, eh bien effectivement, ça nous permettra en amont de nous adapter, d'adapter les stratégies et donc de pouvoir être plus efficace dans la gestion de la résistance. L'évolution expérimentale est un très bon outil puisque en appliquant la pression de sélection du produit que l'on développe sur les populations, mais au laboratoire dans lesquels la multiplication va beaucoup plus vite que dans la nature, on est capable de sélectionner relativement rapidement des individus résistants. Et c'est ensuite en étudiant ces individus résistants on pourra savoir quelles sont les meilleures stratégies pour éviter le développement de ces résistances. Voilà, j'espère que mon regard d'expert sur la résistance vous a permis de mieux comprendre les phénomènes de résistance et leur développement. Un grand merci à toutes et à tous et à bientôt.